lundi 4 janvier. Yorana à tous et bienvenue dans votre journal au sommaire de l'actualité. Dans votre édition ce soir, nous ferons un bilan des événements nationaux qui ont impacté l'actualité du Fénois. Nouveau gouvernement, instabilité politique, budget des Outre-mer. Nous aborderons cette actualité avec notre invité, le sénateur Teva Roufrich. Après avoir bravé les océans pendant les fêtes de fin d'année, les goélettes apportent marchandises et cadeaux aux populations des îles. Ces marins heureux de retrouver leur famille s'activent pour l'entretien de leurs navires avant de reprendre prochainement la mer pour une nouvelle tournée. L'année 2024 a été très mouvementée sur le plan politique au niveau national. Certains événements ont directement impacté la vie politique du Fénois. Retour sur ces événements avec Santeina Ori. Le dégel du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie adopté le 14 mai à l'Assemblée nationale a provoqué des émeutes sans précédent en Nouvelle-Calédonie, avec des dégâts qui se chiffrent en milliards d'euros et une économie qu'il faut reconstruire. Ces événements conduiront des centaines de Polynésiens et de Calédoniens à migrer du Caillou vers la Polynésie. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Au mois de juin, coup de tonnerre à l'issue du deuxième tour des élections européennes. Le président de la République rappelle les électeurs pour choisir de nouveaux députés. Ce scrutin va coûter cher au Tavidi-Huiratira qui perd 2 sièges de députés sur 3 au profit de l'alliance autonomiste Amuitato. Cela ne changera rien à l'impasse dans laquelle se trouvait déjà l'Assemblée nationale qui n'a toujours pas de groupe majoritaire. S'ensuit alors une valse de premiers ministres. 4 se sont succédés en 2024, soit autant de ministres en charge des Outre-mer. Le seul avantage du dernier gouvernement est qu'il s'agit d'un ministère d'État avec un ancien Premier ministre à sa tête. Cependant, l'Outre-mer accuse un coup dur avec une amputation de son budget de près de 12%, soit 30 milliards de francs CFP en moins. Une décision qui jure avec le combat mené par une majorité d'élus ultramarins depuis plusieurs mois, la lutte contre la vie chère, un combat porté par le sénateur Teva Roufrich, également vice-président de la délégation sénatoriale Outre-mer. Nous accueillons dès à présent le sénateur de la Polynésie, Teva Roufrich Yorana. Bonsoir. On vient de le voir dans ce sujet, toutes les difficultés que rencontre le gouvernement actuel. Un nouveau Premier ministre nommé M. Bayrou, un nouveau ministre également des Outre-mer, Manuel Valls. Est-ce que la 5e République n'est-il pas arrivée à bout de souffle ? En tout cas, force est de constater que l'instabilité est bien installée en métropole, dans l'Hexagone, puisque nous en sommes effectivement à plusieurs gouvernements dans la même année. Ce qui veut dire que nous autres parlementaires recommençons à chaque fois l'explication, le détail, la contextualisation de nos dossiers, les urgences, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. On parlait de la vie chère, on parle de l'habitat indigne, on parle de la création d'emplois, l'approvisionnement de la Polynésie française, qui mériterait peut-être aussi un coup de pouce justement pour lutter contre cette vie chère. Voilà, donc les sujets sont nombreux et malheureusement, il n'y a pas de stabilité. Il y a 3 blocs qui s'affrontent à l'Assemblée nationale depuis les dernières élections législatives. Donc c'est de reprendre un petit peu toujours ce cheminement de travail. Pour rebondir un petit peu sur la vie chère, vous êtes rapporteur de la délégation sénatoriale des Outre-mer. Un petit mot sur ça, le rapport n'est pas encore sorti. Alors non, il va sortir d'ici 1 mois et demi à peu près. Donc j'ai choisi de me porter rapporteur de ce dossier. La délégation m'a fait confiance pour l'ensemble des Outre-mer, mais bien sûr je parlerai de notre Fénois, pour qu'on trouve les moyens, des moyens nouveaux, des moyens supplémentaires pour que l'État, dans le respect de notre statut, bien sûr, pour parler de la Polynésie, accompagne effectivement les Polynésiens dans cette lutte contre la vie chère, parce que les Outre-mer, déjà structurellement, nos prix sont plus chers que dans l'Hexagone, mais nous avons en plus, depuis la Covid, des surcoûts de transport, des difficultés d'approvisionnement en fonction des sources d'approvisionnement, et tout ça pèse sur les consommateurs. Et aujourd'hui, je crois que c'est une lutte prioritaire, et en tout cas, j'espère que le rapport pourra faire des préconisations
qui seront suivis par le gouvernement actuel ou le suivant. En tout cas, je souhaite longue vie au gouvernement actuel. On a besoin d'un peu de stabilité pour travailler à Paris. Vous parlez un petit peu de finances, une baisse de 12%, une baisse conséquente par rapport au budget 2024 pour les Outre-mer. Ça représente combien et comment est-ce que vous allez y remédier? Quelles sont les solutions? Alors, c'était de l'ordre de 30 milliards, effectivement, pour l'ensemble des Outre-mer, la baisse. Il faut dire que la France est dans une situation financière exceptionnellement difficile aujourd'hui. Mais il n'est pas question pour nous, et c'est notre leitmotiv des élus, en tout cas de vos élus polynésiens, de dire qu'il n'est pas question que ce soit les Outre-mer qui payent les pots cassés des difficultés rencontrées par la nation. Bien sûr que tout le monde participe, mais c'est énorme, 30 milliards, plus de 300 millions d'euros était envisagé par l'ancien gouvernement. François-Noël Buffet, qui est le précédent ministre des Outre-mer, s'était engagé à rétablir au Parlement, donc au Sénat, vous avez interrogé puis à l'Assemblée nationale, le budget, on va dire, de l'année précédente, ce qui était déjà une victoire. Malheureusement, on a à nouveau changé de ministre. Manuel Valls, c'est un ancien Premier ministre. J'ai déjà eu un premier contact téléphonique avec lui. Et je vais aller à Paris dans les jours prochains pour qu'on puisse reprendre le travail, puisqu'il semblerait que M. Bayrou veut reprendre le budget tel qu'il a été arrêté. Je vous rappelle que ça s'est arrêté net au Sénat, en plein débat, puisque l'Assemblée nationale a voté la défiance, effectivement. Alors justement, avec M. Bayrou, comment voyez-vous l'évolution des travaux sur les dossiers concernant l'Outre-mer? Je pense que François Bayrou aura une écoute attentive. En tout cas, Manuel Valls m'a répondu vraiment très rapidement. Donc, on sent qu'il y a une envie de bien faire. Mais encore une fois, avec les 3 blocs à l'Assemblée nationale, personne n'a de majorité vraiment. L'exécutif est assez paralysé aujourd'hui, je veux dire. Alors que les priorités, elles sont là, elles sont nombreuses. Et en Polynésie, nous n'avons pas l'agitation qui est en Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas vécu le cyclone de Mayotte, c'est vrai, mais nous avons aussi des urgences et des sujets sur lesquels nous attendons une intervention de l'État. Justement, avant de continuer notre interview, je vous propose de continuer avec l'actualité sociale. La Fédération de rassemblement des agents de l'administration de Polynésie, la FRAP, va déposer un nouveau préavis de grève. Une quinzaine de services et établissements publics seront concernés au mois de décembre. La grève avait été levée à l'issue d'une réunion de plusieurs heures, mais la FRAP avait déjà annoncé qu'un nouveau préavis serait déposé au début de l'année 2025. Ce sera chose faite lundi. Alors, justement, on vient de l'entendre, on vient de le voir. La FRAP dépose un préavis de grève ce lundi dans plus de 15 services du pays, principalement pour la revalorisation de la grille salariale des catégories D. Comprenez-vous les grévistes ou pensez-vous qu'ils exagèrent? Ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a un climat vraiment de tension sociale depuis quelques mois dans notre Fénois. Et je ne comprends pas que le gouvernement ne prenne pas davantage les mesures qui s'imposent. J'ai entendu encore récemment la ministre en charge du dossier dire oui, mais le protocole a été signé, mais si on l'appliquait, ce ne serait pas raisonnable. Mais pourquoi signer des protocoles qui ne peuvent pas appliquer? Il ne s'agit pas pour moi de dire qui a tort ou qui a raison. C'est le rôle des syndicats de demander à ce qu'il y ait une progression sociale, et en particulier des catégories D, qui sont les petites catégories de l'administration. À l'inverse, c'est au gouvernement aussi de gouverner, de proposer des choses qui soient réalistes et faisables. Et là, on a l'impression qu'on laisse chanter cette petite musique doucement, et puis que finalement, chacun va qu'à ses occupations. Mais c'est la Polynésie entière qui est paralysée derrière. On se souvient que les transports, notamment vis-à-vis des îles, étaient bloqués. Et on ne peut pas rester comme ça. On dirait que tout file finalement entre les doigts du président actuel, qui semble très léger sur le sujet et peu intéressé par la cause des Polynésiens. Alors, on est en début d'année. Je souhaite une bonne année à tout le monde, y compris au président Broderson. Mais je crois qu'il faut vraiment se mettre au travail, peut-être de manière un peu plus forte et plus assidue, parce que les Polynésiens ne peuvent pas se permettre d'avoir des grèves en permanence. Le tourisme est l'activité qui nous sauve en ce moment dans une situation économique mondiale difficile. Mais si on continue à bloquer les avions, si on continue à rendre difficile les allées et venues des Polynésiens d'abord, puis des touristes, on va aussi fracasser notre seul secteur qui marche aujourd'hui. Le haut-commissaire Eric Spitz demande l'annulation de la délibération d'Anthony Giros, qui autorise le président de l'Assemblée à assigner la France en justice sur la décolonisation. Quel est votre point de vue sur cette question? D'abord, il a raison, puisque l'Assemblée de Polynésie française, en tout cas la majorité, ne respecte pas le statut de la Polynésie française. C'est quand même le rôle des institutions de respecter le statut dans le cadre duquel elles exercent leurs fonctions. Ensuite, je rappelle tout de même qu'aux dernières élections territoriales, le Tavinui Atira
avec Moïta Broderson en tête, s'était engagé à ne pas faire de l'indépendance et de la décolonisation le sujet majeur de ce mandat. Ils sont aujourd'hui en train de trahir les électeurs parce qu'ils ne souhaitent même pas faire de référendum et estiment qu'ils ont tous les pouvoirs depuis cette élection. Or, ils n'ont pas fait campagne. Ils n'ont pas fait campagne pour cette décolonisation et cette indépendance. Ils s'étaient engagés au respect, à la construction, au développement, à la solidarité. Et on voit que ces mots restent vains aujourd'hui. J'en suis vraiment attristé parce que vous avez vu le cyclone qui a aujourd'hui détruit Mayotte. Vous avez vu les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que c'est ça le modèle que l'on souhaite suivre? Non, la majorité des Polynésiens a souhaité une alternance, c'est vrai. Mais pas pour faire ça, pas pour faire de l'indépendance, le premier sujet de l'Assemblée de Polynésie française. L'opposition a tenu une conférence de presse pour montrer son désaccord. Elle a aussi vivement critiqué le budget qu'elle trouve injuste et inefficace. C'est aussi votre sentiment? Les caisses sont pleines aujourd'hui, faute de dépenses, faute d'investissement. Et je crois qu'il n'était pas temps de lever de nouveaux impôts, de nouvelles taxes. Là aussi, le gouvernement a trompé les électeurs, j'ai envie de vous dire, malheureusement. Quelle déception il doit y avoir, parce qu'une grande majorité de la population a voulu du changement. Et le changement est toujours salutaire quand il permet d'aller mieux. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup regrettent ce choix parce que malheureusement, les promesses ne sont pas tenues. Et on constate que non seulement les caisses sont pleines, mais on dirait que le gouvernement est en train de thésauriser, de garder ce trésor pour je ne sais quoi, et qu'on continue de lever des taxes alors que le coût de la vie est l'un des fléaux qui pèsent le plus sur les ménages polynésiens aujourd'hui. Donc ce budget sort de nulle part et malheureusement, on a encore quelques années à subir cette majorité qui, pour moi, ne respecte pas ses engagements pris devant les électeurs. Un petit point sur les communes polynésiennes qui bénéficient d'un report de 10 ans, qui peinent à répondre aux obligations liées à l'eau, à l'assainissement, à la gestion des déchets. Seules les grandes communes sont à jour et un nouveau délai de 10 ans pourrait être accordé. Les sénateurs, dont vous et Lana Tétouanoui, défendraient ce projet. Êtes-vous confiant? Alors, je pense que c'est une nécessité. On a déjà opéré des petits reports. Depuis 2014, le CGCT s'applique en Polynésie, mais les moyens n'ont pas été transférés aux communes. Les moyens techniques, les moyens financiers. Alors, les quelques grandes communes de Polynésie, de Tahiti y arrivent, mais pas toutes encore, parce que ce sont des investissements énormes. Le maire de Marina a chiffré une station d'épuration pour l'assainissement de ses eaux, donc à 3 milliards. Il estimait du coup que le coût, ce qui devait être répercuté sur les foyers, serait de plus de 100 000 francs par an, 150 000 francs par an. C'est énorme pour les foyers polynésiens. Donc il y a de l'ingénierie financière à concevoir, il y a de la subvention, il faut que l'État, qui a la tutelle des communes, viennent participer plus activement, pas que par des prêts, par de la subvention. Il faut un vrai plan Marshall sur l'eau, l'assainissement et le traitement des ordures en Polynésie. Et puis le pays doit aussi, là encore, tenir sa promesse. Le président Broderson, dès qu'il a été élu, a dit « Je vais aider les maires, je propose de récupérer le traitement des ordures ménagères. » Pas la collecte qui reste aux communes. Eh bien, il faut le faire, parce que c'est vrai que c'est un coût énorme et qu'il y a un besoin d'accompagnement. Alors, plutôt que de faire des reports de 2 ou 3 ans, avec Lana Tétouanoui, nous souhaitons que le Parlement vote un report de 10 ans, mais pas pour reporter et ne pas s'en occuper, pour que tout le monde se mette autour de la table et qu'il y ait un vrai plan lisible et opposable à tous, qui soit mis à la connaissance de tous les Polynésiens, pour qu'on sache dans chaque commune quand est-ce qu'on aura de l'eau potable, un traitement digne de ce nom de nos eaux usées et un traitement des ordures ménagères. En tout cas, c'est la part que les sénateurs peuvent apporter aux côtés de Notavana. On vous entend peu en ce moment. Où vous situez-vous aujourd'hui sur le plan politique par rapport à l'opposition? Vous partagez l'idée d'une plateforme commune? Alors, on m'entend peu parce que je suis beaucoup à Paris. J'essaie d'honorer un maximum le mandat, cette confiance qui m'a été donnée en tant que sénateur. Et je pense que c'est là-bas qu'il faut que je travaille beaucoup. Je reviens régulièrement, bien entendu. Et je rencontre Edouard Fritsch, notamment, régulièrement, avec qui je pense qu'il faut continuer de construire cette plateforme. Je souhaite lui souhaiter d'ailleurs, si vous me permettez, un bon anniversaire, parce que c'est aujourd'hui son anniversaire. Mais au-delà de cela, nous avons la volonté tous de continuer de construire ensemble. Alors concrètement, comment ça va se matérialiser pour que les Polynésiens puissent faire des choix le moment venu? On n'est pas encore abouti. On doit se revoir d'ici la fin du mois. Si les hommes le souhaitent, les hommes et les femmes qui dirigent nos partis le souhaitent, nous y arriverons. Je crois que aux dernières élections législatives, les électeurs polynésiens ont dit « rassemblez-vous, rassemblez-vous, on souhaite refaire un pas vers vous, mais il faut que vous soyez unis ». Et moi, je garde ça en tête et dans le cœur jusqu'au bout. Où en est ce rassemblement? Alors, encore une fois, je pense qu'on va se voir, les présidents des différents partis devraient se voir d'ici la fin du mois.
Moi, je repars à Paris la semaine prochaine, mais je reviendrai ensuite. Et je reviens s'il le faut pour cette réunion. Et nous construirons un calendrier tous ensemble pour d'abord proposer un projet nouveau. Je crois qu'au-delà de l'alternance politique qui a été souhaitée, il y a eu peut-être un peu d'usure aussi auparavant, mais les Polynésiens ont besoin aussi de projets et de se projeter sur l'avenir, au-delà du sujet indépendance-autonomie. Au-delà de ce sujet-là, ce qui compte, c'est de réunir une communauté de développement de notre pays. Moi, je pensais vraiment que nos amis indépendantistes, en accédant au pouvoir, allaient faire du développement leur priorité, parce que c'est en se développant qu'on a les moyens nécessaires pour assumer une indépendance. Et c'est pas ce que l'on constate aujourd'hui, malheureusement. Les priorités sont ailleurs, à Genève ou à New York. Et moi, je pense que cette plateforme que nous voulons constituer doit être celle du développement de notre Fénois, de continuer ce qui a été fait, de corriger les erreurs passées et effectivement de se consacrer d'abord aux Polynésiennes et aux Polynésiens, créer de l'emploi, partager mieux la richesse, créer des infrastructures pour permettre le développement économique, lutter contre l'habitat indigne et lutter contre cette vie chère qui est un poison pour nos familles. Une dernière question, serez-vous candidat aux prochaines sénatoriales? Nous verrons ça, nous en discuterons avec les maires. Je suis passionné par mes fonctions de sénateur, je pense que je peux servir aussi ici. Voilà, nous verrons ça tous ensemble. Ce qui est important surtout, c'est comment est-ce que chacun peut contribuer à cet édifice dont je viens de vous parler, qui est celui des Polynésiens avant tout. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci, une très belle année à tous, à TEN TV, à tout le personnel et puis à l'ensemble de notre population. Maruru Mete. Maruru. Après des semaines en mer, les goélettes retrouvent enfin le quai. Ces marins, véritables Père Noël des îles, apportent les marchandises essentielles aux populations des îles. C'est aussi l'occasion d'entretenir les navires avec les grandes sociétés en inventaire et les exigences du bureau Veritas à respecter. Quelques jours de repos avant de reprendre leur rotation. Un reportage de Nicolas Pérez. Après avoir passé les fêtes de fin d'année en mer, les goélettes sont enfin de retour à quai. Pour ces marins qui sillonnent l'ensemble des archipels toute l'année, l'océan est leur seconde maison. Déjà être en mer, c'est déjà une fête, hein. C'est déjà un plaisir d'être en mer. Ça, c'est l'habitude qu'on a pris. Pour ces populations isolées, ces géants des mers et leurs 1000 tonnes de victuailles sont naturellement associés à des fêtes de fin d'année réussies. Les navires apportent sont un peu comme la hôte du Père Noël. Mais c'est vice-versa. Comme nous, on a besoin d'eux pour que nous, on soit aussi Papa Noël. Pour Tony, marin sur la ligne des Raromatei, même constat. Ah oui, hein, quand ils nous voient, ils doivent se dire qu'Afoul est arrivé. Hein. Ah oui, ils sont contents aussi, les Iliens. Hein. Ben, ils attendent que ça. Hein. Au pied des navires, quelques clients attendent leurs marchandises. Pour Marutea, le troc aura encore bien marché cette année, puisque le menu sera composé de langoustes. On envoie de la nourriture pour ces îles et ils ramènent soit des langoustes ou du poisson. Pour les marins, qui auront également ramené des mets de choix pour leurs proches, la dernière mission consiste à vider les cales et briquer leurs navires. Sans oublier de réaliser un entretien des moteurs avant de prendre des vacances bien méritées. La vidange, c'est toujours en fin d'année. Mais normalement, périodiquement, c'est tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on fait de la vidange, mais là, on essaie de maintenir une année entière pour pouvoir faire la vidange. On redonne une seconde vie au moteur. Ces navires repartiront d'ici une dizaine de jours pour retrouver les archipels et leurs habitants. Et ainsi s'achève votre édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, revivez le Huratapairu suivi de Pékin Express en vous souhaitant une excellente soirée sur Tahiti Télévision. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.